Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair pour ce mercredi va se consacrer à la fin des travaux de la session parlementaire du mois de novembre, consacré essentiellement à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances 2020, mais également une session qui en clôture a connu le discours fleuve du président de la Chambre basse du Parlement, une session au terme de laquelle la principalement été question par ailleurs de la convocation d'une session extraordinaire consacrée aux députés et aux sénateurs, donc des deux chambres du Parlement. La session est convoquée pour le 13 novembre 2019 prochain. Quelles sont les enjeux de cette nouvelle session extraordinaire? Comment peut-on comprendre cette autre session alors que les esprits et même les énergies sont essentiellement focalisés autour de la tenue du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020 prochain. Une session également qui intervient alors que les travaux de contentieux préélectoral entrent effectivement dans leur phase active. On en parlera dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde avec certainement nos invités. Clair est une mission interactive. Vous pouvez nous envoyer vos contributions, vos SMS via le 6 99 57 30 26. Nous nous excusons du petit retard, mais nous allons évidemment rentrer de plein pied dans le débat sur la télévision du Monde et dans le cadre de Tout au clair ce soir. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation de notre panel. Ils seront trois ce soir dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du Monde. Parmi eux, Germinal Soso, il nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Germinal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir également à tous les Camerounais et à tous les peuples du monde qui nous regardent à travers la télévision du monde. Merci à vous, Germinal Soso du PCRN à côté, le Manidem représenté une fois de plus ce soir par Jean-Baptiste Ketchaten. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutomé. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci à vous d'être là également. Autre invité, non d'un moindre, il est avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs membre de la cellule juridique du Social Democratic Front, militant de la base et même cadre de cette formation politique. Maître Paul Pailleret, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir panélistes. Je suis encore une fois de plus honoré d'être sur ce plateau. Je crois que les débats s'annoncent assez chaud. Assez chaud parce qu'en backstage, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Mais avant, avec nos invités, on va essayer déjà de déblayer ce qui a été fait tout au long de ce mois qui s'achève pour nos députés qui ont pendant pratiquement 30 jours discuté autour d'une session alors, de l'examen et de l'adoption du projet de loi de finances 2020. C'est plutôt des fois heureuses qui, à la fois, ont permis au Cameroun d'avoir un projet de loi de finances 2020, mais également une session plutôt bilan pour la plupart de ces membres de la Chambre basse du Parlement. Oui, Frédéric, je dois dire que à la fin de cette session parlementaire, nos députés qui ont pris la peine d'étudier le prochain budget qui sera alloué à l'État du Cameroun, ont d'abord essayé de faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Et il va sans dire que très rapidement, on se rend compte que le budget de cette année n'est pas aussi consistant que celui des deux dernières années précédentes. Et puis rapidement, on peut faire l'analyse et se dire que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est vraiment pas pour nous aider à avancer sereinement de ce côté-là. Donc on suppose que c'est cela la raison principale qui justifie le fait que le budget soit un peu revu à la baisse. Un budget qui est tout de même de 4 951,7 milliards de francs CFA. Plutôt du bon boulot pour nos députés à la Chambre basse du Parlement. Du bon boulot. Je souris parce que pour l'adoption d'un budget, nous savons comment ça se fait. On peut seulement se réjouir que, peut-être compte tenu de certaines visions, on a ramené cela, le budget, un peu plus bas. Mais à voir ce qu'on a sur le terrain, avec tout ce qu'on a comme problème de nos eaux.
Je me demande bien si ce budget pourra bien satisfaire sur tous les plans. Aussi, je dirais que ces députés ont travaillé, certes, mais ils ont aussi un peu plus chômé. Chômé? Oui, quelque part. Je veux dire pourquoi. Parce que là, si tout ce qui s'est développé au niveau du grand dialogue national était bien sur leur table, je crois qu'on aurait dit en ce moment, ils ont très bien travaillé. C'est la raison pour laquelle, quand nous voyons aujourd'hui, quand ils terminent, et après, immédiatement, on convoque une section extraordinaire. C'est pour donc traiter certains problèmes, sans doute, qui n'étaient pas déjà sur leur table, sur leur bureau. Donc, ils ont travaillé, mais ils auraient dû travailler encore un peu plus. Est-ce que les députés de la Chambre basse se sont rongés les doigts, les pouces? Est-ce qu'ils se sont frottés les mains en se disant que finalement, puisqu'ils sont en fin de mandature, il vaut mieux ne pas mouiller le maillot, mais simplement remplir les formalités? Il ne me souvient pas que l'une des précédentes sessions budgétaires n'ait pas ressemblé à celle-ci. Dans 99% des cas, ça se passe toujours comme ça. Le projet de budget arrive en retard. Les débats concernent des questions périphériques. Parfois, elles touchent à des questions importantes, mais en général, on ne voit pas dans la discussion du budget une préoccupation de ceux qui proposent et de ceux qui votent, parce qu'en général, c'est le gouvernement et la majorité qui est gouvernementale qui propose et adopte. On ne voit pas dans leur démarche un lien avec les préoccupations quotidiennes des Camerounais, même si par durant les années antérieures, on a toujours vu que le budget de l'éducation, c'est avec les crises sécuritaires que le budget de la défense explose véritablement. Je ne sais pas si en réunissant tous les budgets du secteur éducatif, ça équivaut au budget de la défense, mais en général, ça s'est toujours passé ainsi. Donc, il y a très peu de moments où la discussion sur le budget de l'État camerounais donne le sentiment à celui qui écoute l'Assemblée du Cameroun faire son travail, débattre, que cette Assemblée-là a du souci pour les Camerounais. Donc, c'est business as usual. Mais, compte tenu du contexte, je peux vous assurer qu'on n'a pas vraiment prêté, nous, au Maïdam, on n'a pas vraiment prêté attention à cette session budgétaire parce que, comme chacun sait, ce qui préoccupe le Camerounais ordinaire est bien loin des problèmes budgétaires. Les centres d'intérêt importants sont bien loin de la question de qu'est-ce qu'il y a dans le budget de cette année. Vous l'avez relevé tout à l'heure, un budget en baisse de près de 200 millions ou 200 milliards de francs CFA, pour faire exact, mais tout de même un budget qui est resté dans les codes du gouvernement, notamment des priorités, à savoir l'accélération des travaux pour ce qui est de la CAN 2021 et dans le champ 2020, l'accélération du processus de la décentralisation, ce sont des priorités pour le gouvernement pour 2020. Oui, Frédéric, ce sont des priorités pour le gouvernement, sauf qu'il me souvient que le budget alloué à la CAN avait déjà été prorogé 2 fois de suite, donc il dépassait largement les prévisions initiales. Maintenant, quant à ce qui concerne l'accélération de la décentralisation, tout cela s'inscrit en droite ligne des prérogatives de la puissance publique. Donc, naturellement, il revient aux parlementaires de débattre de tout cela, tout en prenant en compte les réalités du Camerounais de tous les jours, où on sait qu'aujourd'hui on a des problèmes avec le panier de la ménagère, on sait qu'on a des problèmes pour se soigner, on sait qu'on a des problèmes pour se déplacer. Mais les députés ont justement discuté de cela. Je suis d'accord, sauf que quand on s'intéresse en profondeur, en détail, sur les éléments qui composent ce budget, comme l'a souligné mon compagnonniste tout à l'heure, on se rend compte que la manne est toujours réservée à la défense. C'est vrai, nous avons des soucis du côté du nord-ouest et du sud-ouest, mais j'estime que continuer à léser les autres départements, c'est comme si on avait en fait, c'est encourager le fait que les Camerounais des autres régions se sentent à l'aise, qu'ils vivent bien, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc je pense qu'il y a lieu, peut-être pour le prochain exercice budgétaire,
de revaloriser certains compartiments dans ce budget. Alors, vous avez dit tout à l'heure, hein, Maître Paul Païré, que les députés se sont frottés les mains, mais pourtant, il y avait pas mal d'enjeux autour de cette session parlementaire consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances. Une session qui s'est achevée avec un discours notamment de Kabayege Djibril qui a fustigé le comportement des entreprises qui sont adjudicateurs des travaux, par exemple, de la CAN, des travaux de réfection des voiries dans l'ensemble du pays, mais également toutes ces administrations qui accusent une certaine lourdeur dans la mise en œuvre des directives du chef de l'État. Je sais bien que son discours a été intéressant. Aussi, je sais bien que lors de tout ce temps passé, presque un mois au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, bref, il y a eu des ministres qui sont passés devant eux. Ils ont été entendus, ils ont été questionnés. Quand je dis, je ne dis pas tellement qu'ils sont restés oisifs, mais je dis il fallait, parce que je vais toujours un peu là, quand je fais ma bifurcation sévère. Ne faites pas de difficulté. Oui, bon, ok. Tout simplement. Non, c'est pour dire, surtout qu'au sorti d'un travail qui a été fait, certains ont été contre ces travaux, à savoir les travaux du grand dialogue national. On s'entendait que déjà on allait commencer à implémenter tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Mais pour implémenter, il faut commencer par oui, il faut commencer par. Mais vous voyez qu'à un certain moment, certains aspects de ce dialogue n'ont pas pu être tellement pris en compte lors de ces travaux. Or, nous vivons une situation assez délicate à l'heure actuelle. C'est vrai que sur le volet bilinguisme, je crois que ça s'est bien discuté au point que même lors de l'adoption à ce niveau-là, il y a eu quand même, les députés ne se regardaient plus tous, même certains députés RDPC anglophones ont pu ne pas être en train de regarder dans la même direction que certains francophones. Donc c'est là où on sent que quelque part, les choses sont en train de se développer et que ça peut aller mieux. Parce qu'à un certain moment, quand c'est un mot d'ordre, c'est comme le budget là, quand le système en place a décidé que ça doit être comme ça, les autres acclament. Pendant que souvent, nous, avec nos députés SDF, nous avons souvent tambouriné pour ne pas être d'accord sur certains points. Justement, vous avez tambouriné, vous avez boycotté les travaux de cette session consacrée à l'examen et à l'adoption du budget. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi boycotter une session aussi importante, qui est d'ailleurs une session de clôture d'une mandature? Non, quand le SDF, ce ne sont pas des enfants qui sont là. Nous avons voté des Camerounais responsables. Quand il se trouve que parfois leurs points de vue ne sont pas pris en jeu, en considération, c'est l'occasion de pouvoir manifester pour dire nous n'allons pas être solidaires de certains dérapages. Donc à ce niveau, on ne peut pas condamner les députés SDF qui ont boycotté peut-être cette session pour l'adoption de ce budget qui souvent n'est pas si transparent. On ne laisse même pas le temps aux gars de pouvoir bien étudier et pouvoir ficeler les choses. Ça arrive toujours, comme on le dit, un peu en retard et à dessein. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez comprendre, vous comprenez à suffisance la posture des députés du SDF qui, en tenant compte de la majorité, permettez-moi, obèse du RDPC, ont quand même pris le risque de boycotter donc une espèce de chaise vide ou de politique de l'autruche, alors que dans le texte fondamental, il n'est pas question de boycotter notamment les travaux et encore plus les travaux d'une session parlementaire à arriver à fin de mandature. Est-ce qu'on peut comprendre cette posture-là des hommes qui ont été élus par le peuple? Naturellement, c'est une réaction acceptable, normale dans un tel environnement. Et le SDF, ce n'est pas un secret, a régulièrement dénoncé la manière par laquelle le budget est voté. Il a également régulièrement dénoncé le contenu du budget. Mais pour quel intérêt? Bon, voilà, c'est sur cette question-là que le débat devrait normalement se poser. Quel intérêt y a-t-il aujourd'hui à boycotter en réalité? Parce que le plus important, ce n'est plus le boycott, parce que le boycott, lors des premiers, ça devait attirer l'attention. Le plus important, c'est de mener des actions qui vont faire que les Camerounais se mettent en mouvement contre le vote de ce budget. Ce n'est plus à l'Assemblée qu'il faut faire lever les gens et sortir. C'est dans les quartiers, c'est dans les villages, c'est dans nos villes.
Parce que si les Camerounais ne comprennent pas l'importance de l'exercice de boycott, vous allez boycotter 1000 ans, ça ne va rien changer. Boycotter, c'était bien dès le départ pour montrer au public qu'il y a un gros problème avec la manière dont le budget du Cameroun se prépare, se discute et se décide. Ça, c'était très important. Mais avec le temps, il faut bien se rendre compte que le RDPC, lui, n'a pas de problème avec la sortie du SDF. Il a déjà considéré ça comme un événement normal. D'ailleurs, ceux qui ont eu l'occasion, je ne sais pas si M. Payere du SDF peut demander à ses camarades. Quand il boycotte, il y en a même qui en face qui rigolent comme si c'était amusant de voir l'opposition sortir. Mais puisque ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de réelle portée, tant dans le fonctionnement de la Chambre que dans les décisions qui sont prises dans le fond. Attention, si le RDPC peut se permettre de rigoler quand le SDF quitte l'Assemblée, c'est que c'est la preuve qu'ils sont des irresponsables. Totalement. Parce que vous ne pouvez pas, dans une phase aussi importante de la vie de la nation, dire que vous vous en foutez de ce que l'opposition sort. Est-ce qu'on peut pas dans le même cas... Parce que je vais vous donner des exemples. Est-ce qu'on peut pas dans le même cas considérer que ceux qui sortent s'en foutent éperdument de non, ceux qui les ont non, portés parce que là-bas? ce qu'ils disent, en général, dans un bon nombre de cas, est justifié. Au moins sur la forme. À quel moment le budget leur est présenté? Que dit la loi? Je n'ai jamais vu une session de l'Assemblée, ou nous n'avons jamais vu une session de l'Assemblée, où le budget est présenté à temps. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas une affaire. C'est comme un examen. C'est comme si on disait aux enfants qui vont faire le baccalauréat, qui est un examen pour tous les enfants de la République. Un beau matin, un responsable s'amène dans un centre d'examen. On dit l'épreuve de langue, c'est 3 heures. Il dit, bon, 1h30, ça suffit, remettez-moi les copies. Donc, si on considère que le budget, c'est quelque chose d'important, on ne doit pas laisser le SDF sortir comme ça. Et le SDF lui-même ne doit pas simplement sortir, il doit trouver le moyen de connecter les Camerounais à sa protestation, y compris par des actions en dehors du Parlement. Parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il boycotte, mais le RDPC ne l'entend pas de cette oreille. Vous savez qu'il y a des pays où le vote du budget est quasi discuté consensuel, de manière consensuelle. Vous savez qu'il y a des pays où le contrôle de l'exécution du budget est d'office confié à l'opposition. Parce qu'on ne peut pas exécuter et se contrôler soi-même. C'est difficile. C'est difficile d'être du parti qui exécute le budget et du parti qui va le contrôler. Parce que vous aurez tendance, même si vous voulez corriger, vous aurez tendance à minimiser vos erreurs et plus grave, à cacher vos fautes. Dans les pays où la démocratie est un peu plus avancée, on confie la présidence de la commission des finances à l'opposition, de manière à ce qu'elle scrute et le budget dans sa préparation, dans son vote et surtout dans son exécution. D'accord. Alors, une session parlementaire, M. Soso, qui finalement a permis aux députés de pouvoir également examiner quelques projets de loi, notamment celui sur les propos contre le tribalisme, mais également ce projet de loi sur la promotion des langues au Cameroun, notamment le français et l'anglais. Ces deux textes de loi ont fait couler beaucoup d'encre de salive. On a surtout retenu ces deux-là parce que, à la fois, celui sur le tribalisme a été salué par l'ensemble de la classe politique. Par contre, celui sur la promotion des langues a tout de même suscité quelques grincements dedans, notamment dans la zone anglophone. Oui, il fallait s'y attendre, Frédéric. Il fallait s'y attendre que le projet de loi sur le bilinguisme puisse susciter des grincements dedans de la part de nos compatriotes anglophones qui voudraient jouer carte sur table en faisant du 50-50, 50-50 pour parler un peu... C'est de bonne guerre, à raison de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, c'est de bonne guerre seulement. N'oublions pas qu'en termes de représentativité démographique, le 50-50 n'est pas tellement à sa place. C'est vrai, nous avons vocation à devenir un État parfaitement bilingue. Maintenant, les choses se font graduellement. Je pense que c'est dans cet ordre d'idée-là que se sont inscrits la plupart des parlementaires qui ont essayé de discuter à propos de ce sujet particulièrement. Maintenant, que nos compatriotes anglophones ne soient pas d'accord sur le fond, je peux le comprendre parce qu'aujourd'hui, la situation, la crise que connaissent nos deux régions anglophones
naît justement de ce fait-là, qui se sentent marginalisés, notamment du côté linguistique, mais également dans la pratique civile de tous les jours où un certain nombre de documents administratifs n'étaient pas traduits en anglais, ce qui rendait leur compréhension par les populations anglophones qui en étaient aussi également des usagers un peu difficile. Mais Paéré, sur cette même question, vos confrères dans le Nord-Ouest ont brandi d'ailleurs ce mercredi était le jour qui avait été choisi par ces derniers pour monter au créneau, décrire la situation. Fort heureusement, le projet a été mis en hibernation. Certainement, il sera retravaillé, rediscuté dans le fond. On aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Mais est-ce qu'il était de bon ton pour les anglophones, et notamment les avocats anglophones, sachant que les revendications qui ont conduit à la crise qu'on connaît aujourd'hui avaient débuté certainement par eux? Oui, mais si les avocats, c'est vrai, quand les avocats se soulèvent, on a toujours un problème ici au Cameroun pour dire vraiment ils sont là pour peut-être encenser dans un sens négatif. Ce sont des grands intellectuels. Quand ils ont pris sur eux de pouvoir se soulever, de pouvoir faire des cités, et surtout ça allait aboutir aujourd'hui, c'est parce que quelque part il y a toujours, je suivais mon jeune co-panéliste du PCRN parler, et si c'est le 50-50, normalement les langues devraient être 50-50. Si nous sommes dans un pays bilingue, si nous osons croire que le Cameroun est un bilingue, ça veut dire que l'anglais a le même poids que le français. On devrait plutôt se questionner et pouvoir s'employer à être purement bilingue dans un pays. De l'autre côté, quand les gars sont en train de se soulever, il y a des questions judiciaires, parce que comme il y a common law là-bas, ici, bon, il voudrait pour certains que si un francophone vient même dans la zone, il doit être totalement en mesure de pouvoir prononcer des décisions en tenant compte des principes de la common law et pouvoir monter des décisions même en anglais. Et là, ça devient maintenant assez difficile. Donc vraiment, c'est une révolution. Quand ils demandent cela, c'est faisable, mais il faudrait qu'avec le temps, cela puisse se faire. Donc au début, surtout avec tout ce que nous avons vécu en termes de dérangement de ce côté-là. Et quand je vois cela, j'aurais voulu dire qu'il pouvait même mettre un petit bémol. On cherche d'abord bien la paix. Quand la paix est assise sur le reste. Mais ce n'est pas une bonne chose. Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Jean-Baptiste. Non, de notre point de vue, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que la loi là, a dû être votée, selon ce que j'ai écouté à la radio. Mais ce n'est pas une bonne chose que le Cameroun continue avec cette politique de bilinguisme. D'abord, pratiquement, il est impossible de faire du 50-50, comme vous dites. C'est impossible. Surtout sur le plan judiciaire. Parce que la majorité des gens qui étudient à l'école en langue française est de 80%. C'est 80-20, si je me trompe. Sur les chiffres officiels. Les deux langues officielles. Donc, comment vous pouvez imaginer qu'il y aura, quand on va faire les documents, on va faire 50-50? Puisqu'il forcément, il y aura toujours, si cette pratique s'y continue, il y aura toujours plus de francophones que d'anglophones. Il faut revoir complètement la pratique. Nous sommes contre le bilinguisme. Nous sommes contre le bilinguisme est déjà un acquis au Cameroun. Non, si c'était un acquis, cher maître, non, si c'était un acquis justement, cher maître, on n'aurait pas la situation qu'on a actuellement. Si le bilinguisme était un acquis, le SDF n'aurait pas existé. Parce que souvenez-vous que votre parti est né sur la base de la protestation, de la frustration d'une partie de la bourgeoisie anglophone. Si le Cameroun avait promu de manière égale les deux langues, nos compatriotes qui étudient en anglais, qui ont hérité du système de common law, ne se seraient pas sentis frustrés. Mais nous disons que, au-delà même de la mauvaise pratique de bilinguisme que le gouvernement a institué, il faut renoncer au bilinguisme. Parce que le bilinguisme anglais-français, c'est, dans la situation actuelle, c'est encourager et entériner le fait colonial. Si nous voulons un pays indépendant, équilibré, où les gens réfléchissent par eux-mêmes et pour eux-mêmes, nous devons abolir le bilinguisme. Nous devons abolir la common law et le droit civil de ce pays. On devrait adopter quoi? Donc, on doit faire comment maintenant? C'est simple. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Africains. Avant que la common law et le droit civil n'arrivent ici, nous avions nos systèmes judiciaires.
nous avons un système éducatif. Nous devons, dans chaque région, tirer le meilleur des anciens systèmes judiciaires qui ont été détruits par la colonisation pour créer un système de droit camerounais, purement camerounais, inspiré des valeurs africaines. Pareil pour les langues. Nous devons restaurer nos langues nationales pour les enseigner à l'école dès le primaire, dès la maternelle. Attendez, maître, que je termine le point de vue. Et puisque forcément nous sommes en retard par rapport aux sciences et aux techniques et que le monde entier fait du commerce, échange du point de vue des sciences et des techniques en anglais, nous acceptons que l'anglais demeure comme langue d'échange avec l'extérieur. Ça peut aussi permettre de régler quelques problèmes d'échange. Mais nous ne pouvons pas continuer à avoir le français et l'anglais qui se battent dans un pays où ils sont totalement étrangers parce que je ne sais pas comment est-ce que les politiciens camerounais n'arrivent pas à le comprendre. L'anglais et le français sont des langues étrangères au Cameroun qui ont été imposées au Cameroun par la colonisation. Non pas pour le bien du Cameroun, mais pour l'exploiter. Et maintenant qu'elles nous ont apporté tous ces problèmes que nous vivons, nous devons prendre la sage décision d'expulser celle qui est le plus inutile, c'est-à-dire le français, et de garder celle qui peut nous servir pour certaines tâches. C'est tout. Alors, est-ce que les députés qui ont travaillé sur ces projets de loi n'ont pas vu la chose de la même manière, puisque de toutes les façons, le texte qui a été présenté et qui a été discuté puis adopté est que le Cameroun continue d'avoir deux langues officielles, le français et l'anglais. Absolument d'accord, Frédéric. Vous savez, pour moi, le bilinguisme est un acquis qui reste à parfaire. Le bilinguisme est un acquis qui reste à parfaire au Cameroun. Maintenant, le problème de fond demeure. Le problème de fond demeure. Il n'est pas dans les usages, mais il est dans les pratiques. Il n'est pas simplement dans la manière de parler. Le fait de pouvoir parler anglais ou français, ce n'est véritablement pas ça le problème. Le problème, c'est dans les pratiques. Un peu comme dans la pratique judiciaire, pour prendre un exemple. Vous allez voir qu'un Camerounais, un justiciable, je vais prendre un exemple patent, qu'on rencontre généralement au Cameroun, le problème foncier. Si vous vous en remettez à la justice de l'equity, le même problème ne sera pas traité de la même manière dans le tribunal côté francophone. Donc c'est ça le véritable souci. C'est de là que naît le conflit entre la partie francophone et la partie anglophone. C'est pour cela que je dis que la politique du 50-50 n'a pas véritablement sa place au Cameroun. Parce que le francophone, qui est né dans un système jacobin, hérité de la colonisation française, avec la culture typiquement française, il a des manières, il a des procédures qui ne sont pas celles qui sont héritées de la colonisation anglo-saxonne, qui de ce côté-là ont également une culture qui est complètement différente de la nôtre. Donc ce problème, il est là, il est patent, et c'est ce problème qu'il faut essayer de résoudre. C'est véritablement là le souci entre les deux langues nationales. La question de la pratique, comment est-ce qu'on va arriver à travailler d'une justice à une autre sans que cela nous pose problème, sans que cela nous pose des torts. Malheureusement, aujourd'hui, on est vraiment confronté à un dilemme. Nous sommes devant un dilemme parce que les pratiques judiciaires des deux côtés ne sont pas pareilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les pratiques judiciaires ne sont pas pareilles, mais est-ce que ce n'est pas ce que les députés ont voulu apporter comme solution en réponse au regard de ce qui se vit dans le nord-ouest du Cameroun à travers ce projet de loi sur la promotion des langues? Oui, mais nous parlons, tout ce que nous disons là, on voudrait faire comme si la Constitution, je crois que c'est la Constitution qui consacre les deux langues. Elle dit bien que le français et l'anglais, les deux langues officielles du Cameroun, je ne sais pas. Nous n'allons pas être si gênés si le colon est passé par le Cameroun. Le Nigeria a été colonisé par les Anglais. Et ils vivent bien, selon cela. C'est au Cameroun, ce qui pose problème, c'est de pouvoir harmoniser. Il y a aussi le français au Nigeria. Non, je dis qu'ils ont été... Notre malchance au Cameroun, c'est que deux puissances coloniales sont retrouvées chez nous. Et on va se battre. Voilà, oui, il y en a eu trois aussi, si on doit tenir compte de l'Allemagne. Si l'Allemagne était là, si l'Allemagne était resté, je crois qu'on ne serait pas en train de balbutier comme nous le faisons actuellement. On évoluerait. Mais quand tu as dit qu'aujourd'hui, les gens sont passés, on va faire table rase, c'est bien l'idéal. Nous aspirons à des trucs pareils. Si on pouvait même créer une langue, c'est-à-dire pas créer une langue, adopter une langue camerounaise. Pourquoi vous dites pour pouvoir.
Est-ce que c'est déjà... Je dis que c'est l'idéal. C'est pas un fait, Nous donc on attend. vers là. Et c'est possible, ce n'est pas impossible. Okay. Pour le moment, pendant qu'on est là, avec déjà le système Bijura, avec le système bilingue que nous avons, il est plutôt question, d'après moi, que les gens essaient de voir comment. Cette loi, c'est la promotion pour le bilinguisme. Le bilinguisme. Qu'on essaie d'acter et d'aller dans ce sens pour essayer d'imposer. Je disais pour ma part, parce qu'on dit aujourd'hui 80-20. Mais beaucoup de francophones, vous savez que nos enfants sont plus dans les écoles anglophones. Beaucoup sont dans les zones anglophones. La crise anglophone a fait que beaucoup rentrent par ici. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a une certaine ascension pour les études en langue anglaise selon, pour nos enfants. Et même ceux qui d'ailleurs, dans cette zone anglophone, pour revenir par ici. Nous disons que vraiment, il est question plutôt de on sait que les deux langues sont officielles. C'est valent ou s'équivalent. Pas du tout. Mais, non, c'est un principe. En fait, c'est le principe. Parce que la Constitution c'est acquis dans la Constitution. C'est un principe. Ce sont les deux langues officielles. Et on n'a pas dit Les que... principes sont acquis dans la Constitution qui sont Maintenant, pas dans la pratiques. pratique, justement, Oui, sur le terrain. sur le terrain, c'est le problème de la pratique qui se pose. C'est sur la population Mais qui... c'est la réalité qui... C'est la réalité du terrain qui pose problème. Quand tu as dit on quittera le 50-50, pour moi, elle dit non. Ça restera nous, toujours dans ce 50-50. C'est ce qu'on dit, c'est le principe. Vaut l'autre. C'est le principe. Mais, Oui. mais nous devons avoir... La Chine est le pays le plus peuplé du monde. Oui. Et la langue, s'il fallait prendre sur l'indice population, Oui. c'est la Chine qui allait avoir la langue la plus parlée du monde. Et c'est l'anglais qui est parlé. Non. C'est l'anglais qui est Je parlé. suis désolé, cher maître. Et si on met l'anglais, on pose l'anglais sur un plateau. Chine, anglais. Quelle est la langue qui va peser? Je suis désolé, cher maître. Vous n'avez qu'à regarder, même dans nos rues ici à Douala aujourd'hui, les commerçants chinois, ils font des affiches dans leur langue le mandarin. Mais bien sûr, mais combien ils? Mais justement, ils sont en train de coloniser le Cameroun d'une certaine manière. Attendez, le jour où les Français, les Anglais, les Allemands ont commencé leur colonisation, ils avaient des affiches. Combien de Camerounais savaient lire ça? Parce que ça vous amuse, pourtant c'est des choses extrêmement graves. Vous ne pouvez pas, en Chine, quand vous regardez les bâtiments, les documents officiels, c'est écrit dans la langue qu'on appelle le mandarin. Ils parlent d'abord leur langue parce qu'ils sont des Chinois. Ils apprennent l'anglais parce que c'est utile pour acquérir les sciences et les techniques et faire du commerce dans le monde. Mais quand vous mettez la télévision chinoise pour regarder les nouvelles le soir, c'est en mandarin que les gens parlent. Donc nous disons que nous sommes des Camerounais. Parlons les langues camerounaises. Elles ne sont pas plus grandes ou moins importantes que l'anglais et le français. Il faudra un projet oui, de mais le problème aujourd'hui... Non, pas la promotion des langues locales. Le problème aujourd'hui, c'est que 99% de la classe politique fait comme si c'était une proposition farfelue de dire qu'il faut expulser le français. Or, c'est la solution. Vous ne pouvez pas dire qu'on va faire du 50-50. Tout le monde voit que la fameuse politique de bilinguisme nous a apporté ce que ça a apporté là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les langues ne sont pas des réalités neutres. Si vous parlez une langue, cette langue, c'est que vous êtes soumis à la culture que véhicule cette langue-là. C'est que cette langue-là va vous influencer, elle va vous donner une vision du monde. Si vous réfléchissez en français, vous aurez tendance à accepter que les valeurs françaises sont les meilleures. Si vous réfléchissez en anglais, si vous avez une culture qui est dominée par l'anglais, vous aurez tendance à croire que la culture anglo-saxonne est la meilleure. Et c'est ce que nous risquons d'avoir dans ce pays. Nous risquons d'avoir des Camerounais qui n'ont aucune valeur camerounaise. Si c'est ça que le SDF veut promouvoir, il faut le dire clairement. Nous nous disons qu'il faut réduire les influences extérieures en commençant par expulser le français. Il faut accroître les influences nationales en enseignant les langues et cultures nationales dès l'école de base, donc dès l'école maternelle jusqu'à l'université.
Et parce que nous avons parfaitement conscience de notre retard du point de vue scientifique, technique, et nous avons conscience de ce que les affaires du monde se traitent en anglais aujourd'hui, nous tolérons que l'anglais soit là, mais à terme, cette langue aussi devra être en retrait par rapport aux langues nationales. À terme, nous devons bien instituer une langue nationale. C'est ce que nous disons. Je ne vois pas un projet qui soit meilleur que celui-là. Des discussions sur la promotion des langues également a été portée à l'attention des députés, mais le projet également est toujours en gestation pour permettre, au-delà de 2 langues officielles, de pouvoir donner la chance aux langues nationales d'être également mises au devant de la scène. Mais en attendant, il faut dire que la session parlementaire du mois de novembre s'est clôturée en beauté avec l'adoption du projet de loi des finances 2020, un projet de loi de finances qui est estimé à 4 951,7 milliards de francs CFA, moins 200 milliards de francs CFA par rapport à 2019 qui s'achève. Mais au-delà de cela, on a clôturé la session sous ce coup de gueule de Kabaye Djibril, mais quelques instants après, on nous annonce la convocation d'une nouvelle session parlementaire, cette fois-là une session extraordinaire. Qu'est-ce qui peut avoir motivé à la convocation d'une telle session? Oui, il faut dire très rapidement, Frédéric, que la convocation de la session extraordinaire s'inscrit en droite ligne de la réalité politique au Cameroun. Ce qui fait que cela n'est que la conséquence logique des faits sociaux que nous connaissons au Cameroun actuellement. Nous nous souvenons que le grand dialogue national s'est achevé. Des résolutions fortes ont été prises au grand dialogue national. Il était question de les implémenter de manière légale. Il n'y a pas mieux que la Chambre parlementaire pour discuter de l'opportunité et de l'intérêt justement de mettre en œuvre les résolutions de ce grand dialogue national. Nous pouvons donc intégrer ces éléments dans la discussion de la session ordinaire, tel que le représentant du SDF le disait tout à l'heure. C'est pour cela qu'une session extraordinaire est convoquée très rapidement à la suite de ces sessions ordinaires pour justement discuter de ces éléments qui ont été retenus lors du grand dialogue national afin de statuer notamment sur le statut spécial qu'on voudrait accorder aux 2 régions anglophones, mais également des autres questions périphériques, notamment l'accélération de la décentralisation et puis l'amélioration en général des conditions de vie des populations camerounaises. Donc c'est de ça qui sera prioritairement question pendant cette session extraordinaire. Mais est-ce que cette session extraordinaire était perceptible, était envisageable au regard de ce qui a été discuté, dit pendant la session ordinaire du mois de novembre? Oui, bon, c'était perceptible, et surtout que le SDF toujours dans sa logique. Vous ne direz pas que c'est le SDF qui a secoué le cocotier, comme on le dit de manière triviale? Le SDF secoue toujours le cocotier. Le SDF passe le temps à secouer le cocotier, Frédéric. Ça, c'est une vérité. Parce que là, même quand vous voyez, bon, on est allé aux élections, il y a toujours des conditions que le SDF a posées au système en place par rapport à la participation effective. Donc, quand nous voyons ce qui se passe, c'était prévisible. Parce que déjà, avec surtout cette crise qui est née et que le SDF a toujours attiré l'attention, sortait de la salle parfois hué par les députés de la majorité obèse, à savoir le RDPC. C'est autant de choses. Donc, quand tous ces problèmes qui ont été posés, parce que les recommandations du grand dialogue, n'en déplaise à ceux qui ont dit que c'était juste vide. Parce que quand j'ai vu défiler des intellectuels camerounais, internes et diaspora, ils ne pouvaient pas ne pas sortir quelque chose d'intéressant. Il y a eu des choses, des recommandations. Donc là, nous espérons. Le SDF dans sa ligne, on a demandé que... C'est maintenant que ça devient intéressant. Ça va être... Bon, attendons d'ailleurs. Hein, voilà, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. On voit ce qu'on va retenir. Applaudir alors que ça alors que rien encore. J'ai quand même envie de poser cette question, hein, même si vous semblez tourner sans véritablement donner l'élément que j'attends de vous. Est-ce qu'on doit se dire que, puisque vous avez boycotté les travaux de la session ordinaire de plein droit du mois de novembre consacré à l'examen et à l'adoption de la loi de finances de 2020, vous qui avez toujours estimé que les choses ne se passent pas de la meilleure manière,
vous pourrez également boycotter cette session extraordinaire. Même si on sait que derrière, il y a les émoluments, mais bon, est-ce qu'on peut se dire que le SDF, qui hier n'a pas été présent lors de la session va rester dans la même du logique. mois de novembre consacrée, va rester dans sa perspective en se disant, même si on parlera du grand dialogue, même si on parlera de X ou de Y sujets, nous préférons ne pas faire partie de cet ensemble-là. Bon, c'est vrai, je ne suis pas le président du groupe parlementaire SDF, mais je crois que les députés ou sénateurs SDF, ce ne sont pas des irresponsables. On n'a pas souvent suivi le on sait bien que cette session extraordinaire, beaucoup de choses vont céder. Je ne pense pas qu'ils puissent être dans la logique du boycott. C'est à l'intérieur quand on voit si on veut émettre des points de vue, parce que le SDF y va. On a posé beaucoup de problèmes au niveau lors de la tenue du grand dialogue national, où on nous a insultés parce que nous y allions, compte tenu de cette situation, cette crise très grave dans le nord-ouest, sud-ouest. Nous sommes allés dans ce dialogue parce que nous aspirions, nous espérions que peut-être par une baguette magique, ça pouvait... Bon, comme il y a quelques petits pas qui sont là, parce que s'il faut voir une éminence comme le cardinal Toumi, dit qu'il y a quand même eu quelques pas. Nous ne pouvons qu'applaudir. Je regrette même quand certains suivent, on dit ça évolue. On voudrait que ce soit toujours très noir, que ce soit toujours comme au début. Donc nous espérons. Je ne crois pas que les députés du SDF peuvent, les députés, sénateurs peuvent boycotter ce genre. À cette étape, c'est une étape très capitale. Surtout qu'on a tellement parlé d'un statut spécial quelque part. Nous allons découvrir le contenu de cela lors de peut-être de ces assises. Et pourquoi pas la révision du code électoral comme le SDF et comme d'autres partis d'opposition ont toujours soutenu. Nous espérons que peut-être ces choses peuvent se débattre. Et même peut-être, pourquoi pas par une baguette magique. Le SDF a toujours soutenu le fédéralisme que beaucoup de gens sont en train de voir. On pourra toujours essayer peut-être de toucher un peu sur ce point. Alors, vous comprenez cette session extraordinaire pour les députés et les sénateurs, puisque c'est tout le Parlement entier qui est convoqué à une session extraordinaire? Il faut déjà noter la bizarrerie consiste à convoquer une session extraordinaire sans dire le motif pour lequel la session est convoquée. Il n'y a que dans ce type d'environnement antidémocratique qu'on peut voir des choses pareilles. On ne peut pas convoquer l'Assemblée nationale, la représentation dite populaire, sans lui dire pourquoi elle vient. Sans ordre du jour. Sans ordre du jour. Mais comme on a écouté à gauche et à droite, y compris la radio gouvernementale dit qu'il se pourrait que ce soit le statut spécial, nous disons c'est tant mieux. Dès la fin du grand dialogue, le Manidem avait pris position pour dire que le grand dialogue ne nous engage pas sur la bonne voie. Mais tant qu'à faire, nous voulons accompagner le débat, puisque c'est un débat qui doit se poursuivre. Nous voulons que les gens aillent à la discussion de bonne foi, en mettant la pression pour que les solutions qu'ils trouvent meilleures à celles que le gouvernement a proposées ou va faire adopter soient débattues. Même si cette session-ci vote un statut spécial qui ne correspond pas aux attentes de ceux qui soutenaient la proposition de statut spécial, nous encourageons les gens à continuer le débat. Cela dit, dès lors que le statut spécial va être présenté, si on en croit les supputations, y compris la radio d'État, ça va permettre au débat d'avancer. Parce que jusqu'ici, le cardinal Toumi a bien souligné cela, lors de leur mission de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. On dit, ok, nous sommes intéressés par le statut spécial. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, la plupart des habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest lui ont demandé à ces missions-là de dire clairement ce que le gouvernement proposait. Donc maintenant qu'on s'attend à ce qu'il propose cela, ça va permettre au débat d'avancer. Même si, nous le soulignons à nouveau, la solution du statut spécial n'est pas la bonne solution. Comme tout à l'heure pour les questions de langue. On ne peut pas bâtir un pays solide, un pays qui va faire face aux grands défis qui interpellent les Africains en ayant
des particularités fondées sur les origines coloniales de chaque territoire. C'est pas normal. Ce n'est pas acceptable pour les Africains. Ça donne l'image à l'étranger que les Africains sont vraiment des gens stupides qui ne sont pas capables par eux-mêmes d'imaginer des solutions originales à leurs propres problèmes. Parce que quand on dit statut spécial, qu'est-ce qui est spécial entre un gars de Santa et un gars de Babadou? Qu'est-ce qui les distingue fondamentalement à l'origine? Qu'est-ce qui distingue un Bakweri qui est ici à côté? Quand on a traversé le pont du Mungo, on est là, à Tiko ou à Nimbe. D'un gars d'Akwa, d'un gars de Dedo. Qu'est-ce qui les distingue? Parfois, quand vous entendez parler la langue de Bakweri, et là, vous entendez parler la langue de Douala, c'est un E, c'est un A qui diffère, qui fait la différence. Comment donc des gens comme ça vont décider que, désormais, citoyens d'un même pays, ayant des cultures, partageant des cultures qui sont pratiquement les mêmes, ce qui va leur permettre de les distinguer et de les traiter différemment, c'est ce que le colon leur a imposé. Donc, pour nous, ce n'est pas une bonne chose de faire, même si le gouvernement fait face aux pressions des pays anglo-saxons, vous maintenir ces particularités. Nous disons qu'il faut la gommer. Mais tout le monde est unanime que le grand dialogue, les travaux du grand dialogue du 30 septembre au 4 octobre 2019 ont forcément apporté des éléments qui permettent de sortir définitivement de la crise dite anglophone. Aujourd'hui, il est peut-être question de suivre le chef d'État Paul Biya lorsqu'il dit à Paris en France qu'il sera question où le statut spécial sera accordé aux deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Dans cette même perspective-là, le statut spécial a été discuté avec les deux missions qui ont été envoyées par le Premier ministre du gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais concrètement, est-ce que les aspirations des populations à la base, celles qui ont été rencontrées, pourraient être prises en compte dans les échanges, si jamais ce qui est discuté là-bas, pourrait être prises en compte par les députés pour faire le tout et le contenu de ce qu'on a appelé statut spécial, même si le Mandem ne semble pas être en phase avec les uns les autres sur le statut spécial. Oui, il en va naturellement du fondement même du rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Le député est là pour représenter le peuple. Mais il n'était pas là quand on discutait de ce que les populations ont envoyé comme signal, que les populations ont envoyé comme message. Vous savez, très souvent, lorsqu'on est porteur d'un message, d'un point A à un point B, il y a toujours des choses qui ne sont pas identiques. J'ai un problème. Je ne voudrais pas que ce problème particulier soit porté par des députés à consonance anglophone. J'ai ce souci en particulier. C'est un problème. L'émission était mixte. Il n'y avait pas de députés essentiellement anglophones. Oui, c'est des émissions mixtes, portées par des hommes du clergé qui ont produit des rapports. Sauf qu'aujourd'hui, on va s'inscrire dans la logique. C'est le SDF qui boycotte. On aurait bien voulu que, justement, les autres partis dits de l'opposition, peut-être qu'il y ait une concertation bien avant le début de la session ordinaire pour savoir si le boycott était la chose idéale à faire. Voilà une session extraordinaire qui s'annonce. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il y a une concertation? Moi, j'ai un problème avec ce niveau-là, où vraiment il n'y a pas, les partis de l'opposition n'arrivent vraiment pas à discuter ensemble pour essayer de donner, même s'ils ne pourront pas imposer une ligne de conduite à la majorité présidentielle, mais qu'ils essaient de donner le ton, qu'ils disent que bon, nous à l'opposition, voici ce que nous entendons, voici ce que nous attendons de vous. C'est comme ça que nous voulons que les choses soient implémentées sur le terrain et qu'on essaie de voir dans quelle mesure est-ce qu'on va mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'on puisse mettre en œuvre toutes les résolutions venant de l'opposition. C'est ce point de vue du PCRN. Le PCRN est un parti républicain. À notre niveau, nous avons toujours voulu qu'il y ait un dialogue franc et sincère entre toutes les parties prenantes. Nous avons toujours appelé au dialogue. Nous avons toujours appelé à la prise en compte des problèmes de la spécificité anglophone. Ça, c'est la position du PCRN. Nous avons toujours voulu qu'il y ait un dialogue. Notre président national l'a toujours martelé à chaque fois qu'il a été sur un plateau de télévision. Il faut dialoguer. Le dialogue est un impératif. Le dialogue, encore le dialogue, toujours le dialogue. Il y a eu des pré-dialogues, il y a eu le grand dialogue national inclusif, il y a eu des missions d'inspection. Aujourd'hui,
une session extraordinaire, probablement, puisqu'on n'a pas l'ordre du jour véritable de cette session qui va être lancée vendredi prochain sur convocation du président de la République, mais une session extraordinaire qui certainement va revenir sur ces résolutions. Des résolutions, il y en a eu, et notamment cette question du statut spécial continue de diviser l'ensemble de l'opinion. Est-ce que les formations politiques partant de ce principe-là, de l'opposition, dites de l'opposition, peuvent se mettre ensemble, discuter en 2-3 jours avant le début de cette session en se disant, puisque le SDF qui est là-bas a un groupe parlementaire, il peut être à même de pouvoir défendre au mieux les intérêts de toute l'opposition, même si à côté il y a l'UDC, il y a le MRC avec son seul député et les autres de la majorité présidentielle. Non, il y a un problème sérieux qui se pose. Il faut faire un distinguo entre opposants. Il y a les partis d'opposition au Parlement. Mais il y a aussi une certaine opposition. C'est bien quand vous le dites bien, la majorité présidentielle, parce que certains, vous n'allez pas me dire qu'un parti comme, je ne voulais pas citer un parti, que ce soit l'UNDP ou... Ils font partie de la majorité présidentielle. Bon, voilà, il s'appelle opposant. Il s'appelle opposant. Ils font partie de la majorité présidentielle. Oui, mais voilà. Voilà maintenant, il faut donc maintenant voir les vrais partis d'opposition qui sont à l'Assemblée. Je sais que je ne peux pas jeter l'anathème sur l'UDC par exemple, parce que quelquefois quand le SDF a boycotté, quand c'est sérieux, quand il fallait imposer la cause anglophone qu'on ignorait d'abord au début, quand ça n'allait pas, l'UDC suivait le SDF dans sa partie boycott. Donc c'est idéal que vraiment les vrais partis d'opposition pouvaient bien s'asseoir pour essayer de voir. Parce que là, avec ces recommandations du grand dialogue et tout ce qu'on a, on espère, parce que je dis toujours, c'est pas pour rien si un sultan vient sur le plateau du grand dialogue pour donner un son de cloche que le Premier ministre ne maîtrisait pas, à savoir la limitation de mandat et tout consort. C'était sérieux. Ça a vraiment fait un coup de tonnerre dans le ciel. Mais est-ce que vous pouvez vous entendre, vous les partis politiques de l'opposition, arrêtez de nous faire, de nous donner le jeu du SDF, de nous les faire. Est-ce que vous pouvez, vous, de l'opposition, notamment le SDF, être le leader pour cette fois, pour parler du statut spécial? Vous avez jeudi et peut-être vendredi matin avant le début de la session. Oui, mais c'est idéal. Je crois que nous parlons, nos députés sont en train de nous suivre et que les autres députés ou sénateurs de l'autre côté qui puissent se comprendre. La vraie opposition, pourquoi pas ne pas se rapprocher? Le SDF est toujours ouvert au dialogue, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, ça c'est clair. Mais, et vous voyez même comment il y a toujours la précipitation au Cameroun. On parlait tout à l'heure, Kétiante parlait bien de comment convoquer quelque chose, on ne connaît même pas l'ordre du jour. Vous voulez qu'on vienne débattre? Alors que déjà, quand c'est déjà là, on connaît que les articulations de cette assemblée seront comme ça. Les gens commencent à réfléchir. Et vous voyez même le libellé du communiqué, toujours la précipitation. Vous avez vu ce qui s'est passé? On parle du 13 novembre. C'est seulement que, bon, on prend maintenant, on voit la date de la signature, on est en décembre. Donc on ne peut pas faire un comeback, un flash dans le passé. Vous voyez, c'est toujours une erreur de frappe. C'est des choses à bien étudier. Et au crible, pour éviter des trucs pareils, ça m'a fait rire. C'est quand j'ai moi-même lu par 2 fois, je dis, bah, tiens, comment on peut être aujourd'hui le 11 décembre et puis on renvoie au 13 novembre. On fixe quelque chose au 13 novembre. Novembre est déjà mort. Vous voyez un peu la négligence dans tout ce qu'on fait. Jean-Baptiste Kétatin, qui peut tirer face à la majorité présidentielle le projet de statut spécial? Ben, normalement, c'est le SDF qui aurait dû prendre le taureau par les cornes. Non, je ne dirais pas de prendre le taureau par les cornes. L'initiative de faire ces propositions aux autres partis de l'opposition, étant le parti le mieux représenté à l'Assemblée, étant un parti bien implanté sur le terrain, dans une grande partie du pays, et notamment dans les régions anglophones. Normalement,
Mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un gros problème dans notre pays avec les calculs politiciens. On n'a pas compris que le SDF, nous, par exemple, au Maïdem, comme étant un parti de culture précise, nous avons pris l'initiative de faire des propositions au SDF, mais le SDF n'a même pas répondu. Ah bon, mon frère? Oui, c'était public, cher M. Paéré, c'était public. Nous avons écrit aux responsables des partis, notamment lors de la présidentielle, pour leur dire nous pensons que le principal problème étant la crise anglophone, il faut le résoudre ainsi. Voici nos propositions et voici ce qui justifie nos propositions. Ils étaient combien? 7 ou 8 candidats à la présidentielle. Il y a un seul qui a répondu. C'est M. Kamto. Le reste n'a pas répondu. Il est important que les Camerounais comprennent que la situation de notre pays est telle que il ne faut pas attendre. Il faut que les gens s'engagent. Il faut que les gens aient le courage d'interpeller les partis pour leur dire, comme j'ai dit tout à l'heure, M. Paéré, nous ne nous offusquerons pas de ce que les gens copient le programme du Mayem. Non. Parce que nous estimons que c'est ce qui va faire avancer. Sur la question des langues dont on parlait tout à l'heure. Si vous êtes sûr, si vous êtes d'accord que ce que nous disons là, c'est l'idéal, comme vous l'avez vous-même dit, eh bien, il faut ouvrir la discussion pour que nous allions faire les Camerounais, pour que vous puissiez leur dire, c'est vrai que nous vous avons proposé ceci, mais ceci nous semble meilleur. Que vous soyez élu sur cette base-là, ça ne nous pose aucun problème, dès lors que c'est le Cameroun qui va en tirer profit. Pareil pour la crise anglophone. Il faut que le SDF ait le courage de reconnaître que, étant co-héritier de ceux qui ont créé le problème anglophone, il doit être partie prenante active à la résolution de ce problème, en reconnaissant qu'il s'est trompé sur le problème anglophone. Pour être simple, pour ne pas accabler le SDF. Si le SDF reconnaît qu'il s'est trompé, ça va faire avancer la cause. Donc c'est ce parti qui devait être le moteur de la proposition. Il a même des statuts spéciaux. Il a même des comment on va dire ça, le SDF a des avantages personnels à titre comme parti à ce que la crise anglophone se résolve. Tout le monde sait que dans la région là, le SDF est populaire. Tout le monde sait que pendant la campagne présidentielle, le SDF a proposé un système fédéral à plusieurs États, c'était 4 ou je ne sais pas combien, 4. Mais que pendant le grand dialogue, il a dit qu'il faut revenir à la situation de 61 et ça a créé des confusions. S'il reconnaît que bon, sur cette question-là, on a besoin de se concerter, nous sommes ouverts à la discussion. Face aux Camerounais, nous présentons nos arguments et on verra bien que l'argument le meilleur, c'est de dire que nous devons abolir ce qui a facilité notre destruction. Parce que c'est l'idée de particulariser les Camerounais en communauté anglophone, francophone, etc., qui a favorisé la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. Alors, on attend de pouvoir savoir concrètement ce qui sera probablement dit autour de ce statut spécial, mais également d'autres sujets ont été annoncés par la chaîne nationale qui pourrait être discuté lors de la session parlementaire extraordinaire pour cette fin d'année 2019. On a également évoqué la question de la modification de la Constitution. Pourquoi modifier la Constitution? Modifier la... Parce qu'on aura peut-être un statut spécial, forcément il y a des choses qu'on doit retoucher dans la Constitution. Le statut spécial est prévu par la Constitution. Donc si ce n'est que le statut spécial, je ne vois pas quel est l'intérêt de modifier la Constitution. Si on veut modifier la Constitution, peut-être que le système en place, le parti au pouvoir a des intérêts qui ne sont plus tellement en phase avec certains articles de la Constitution et qui voudraient modifier. Je doute fort que ce soit dans une intention républicaine que le système voudrait modifier la Constitution. Pendant le grand dialogue national, on a évoqué la question de la limitation des mandats et tout à l'heure, M. Paéré l'a relevé ici. C'est un cadre du groupe politique RDPC qui avait soulevé la question lors de ses travaux. Sauf que je me souvienne, la limitation du mandat n'a pas été retenue comme un élément à soumettre
au Parlement pour discussion là-dessus. La limitation du mandat n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Donc, je ne pense pas que ce soit cela l'objet du débat dans le cadre de la session extraordinaire. Moi, je pense que cette session, elle va se limiter à ce pourquoi elle a été convoquée. Je suis convaincu que cette convocation s'intéresse particulièrement à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Honnêtement, moi, je veux pas aller de long en large. Je ne lis pas dans la boule. Cela s'inscrit en droite ligne des travaux que le chef d'État a institués depuis un certain nombre de temps. Et puis, aujourd'hui, nous voyons, j'ai cru lire sur Internet tout à l'heure qu'il y a également une session des Nations Unies qui va siéger le 16 décembre. Donc, certaines mauvaises langues étaient déjà en train de dire que le Cameroun a le feu aux fesses. C'est pour cela qu'il est en train d'instituer très rapidement une session extraordinaire. En fin d'année, il y a toujours une session du Conseil de sécurité. Tout à fait, moi je le comprends. Maintenant, est-ce que les Camerounais le comprennent de cette façon? Surtout certains partis de l'opposition qui ne manquent pas d'imagination pour essayer de mettre à mal le système en place. Vous voyez en bien une modification de la Constitution lors de cette session extraordinaire qui aura une durée d'à peu près 15 jours, la moitié de ce qui est réellement prévu pour une session ordinaire. Voilà, si c'est la modification de la Constitution, le a toujours souhaité qu'il y ait cette modification par rapport à certaines préoccupations. Votre point de vue, c'est que vous voulez qu'on enlève la décentralisation pour mettre fédéralisme? Voilà, c'est ça l'un des points. Pour ça, le fédéralisme, c'est le point d'achèvement. Si on se met à faire toujours les expériences chaque fois, la décentralisation, pour certains disent que c'est mieux d'abord, on essaie par la décentralisation. Pourquoi ne pas aller au fédéralisme? Frédéric. On a déjà été au fédéralisme, vous l'oubliez. Oui, mais on a été, et après, vous connaissez la brimade et surtout le glissement qui s'est passé, parce que peut-être en ce moment, il n'y avait pas le glissement. Le terme glissement fait comme si ça arrive aujourd'hui, c'est dans le dictionnaire. Mais il faut nous dire comment est-ce que l'OSIF considère le passage du fédéralisme à l'État unitaire. Quelle est votre opinion dessus? Le passage de l'État unitaire, l'État fédéral à l'État unitaire, nous connaissons tous ce qui s'est passé. C'est pourquoi même, voilà autant de choses qui rebellent certaines populations anglophones. Parce que si même, vous avez dit tout à l'heure, là, on a dit qu'il fallait revenir à l'État. Le fédéralisme résout le problème en lui-même, dans le fond. Mais ça va résoudre, ça va résoudre. Quand tout s'en va, rien qu'à Yaoundé là. Les gens ont peur d'une certaine situation que quand le fédéralisme va arriver, surtout ceux qui ont déjà une notion d'hypercentralisation du pouvoir, où ils voient que quand ça arrive, on va tout perdre. Alors, c'est vraiment, il faut bien étudier parce que ce n'est pas dit que l'État fédéré doit prendre tous les acquis du pouvoir central, fédéral. Il ne faut pas que les gens aient peur. Parce que là, on dit, c'est mieux la décentralisation qui a été mentionnée dans la Constitution de 1996. Quand ça vient aujourd'hui, combien d'années après? Et ça vient toujours avec certaines tournures où on ne trouve pas tout très transparent. Pourquoi ne pas aller au fédéralisme? Pour moi, si on pouvait dire que vraiment la forme de l'État, on va voir, autant voir. Et on y va. Jean-Baptiste, ça ne partage pas ce point de vue. Modification de la Constitution. Et même la limitation des mandats et tout. Devrait-on acter la limitation des mandats, la remettre dans la Constitution? Est-ce qu'on devrait pouvoir se dire, on a la décentralisation, on n'a pas suffisamment mis les moyens, donner les capacités à cette décentralisation d'être au top ou au meilleur de sa forme, renforçons les liens autour de la décentralisation? Non, ça ce sont des faux problèmes que certains partis posent au débat que la crise anglophone a provoqué. Un État se fonde d'abord sur le caractère démocratique ou non démocratique. Le fédéralisme, la décentralisation, l'État unitaire, et je ne sais plus quelle autre forme d'État, c'est secondaire. Ce qui importe dans un État, c'est sa nature. Est-ce un État démocratique ou non? Le problème de notre État, ce n'est pas parce que la centralisation du pouvoir à Yaoundé, ce n'est que la conséquence de l'absence de démocratie. Sauf que la démocratie ne fait pas partie de la sociogenèse de l'État. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est vous qui instituez la démocratie comme un principe constituant de l'État, ce qui est faux. La démocratie... Nous disons ceci, cher monsieur. Ce qui est déterminant pour un État comme le nôtre,
c'est son caractère démocratique ou non. Vous pouvez avoir un État fédéral qui est une dictature. Le Nigeria à côté est une vieille dictature de généraux qui ont fait toutes sortes de dégâts. Ils ont même eu des guerres civiles. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne Permettez-moi- pouvez pas dire ça. Comparativement à votre pays, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne pouvez pas dire ça. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas le dire. Si vous dites du Nigeria qu'il y a une dictature, qu'est-ce que vous allez dire du Cameroun? C'est une dictature, monsieur. C'est pour ça. Nous sommes d'accord que le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature. Si vous ne pouvez pas le dire, c'est parce que vous voulez jouer au jeu du pouvoir. Le problème, ce n'est pas le fédéralisme ou la décentralisation. Le problème, c'est d'abord le fait que le Cameroun, c'est une dictature néocoloniale. C'est ça qui pose problème. Je ne comprends pas que le SDF... Vous employez beaucoup de termes, qui relèvent simplement de la sémantique. Maintenant, dans les faits, dans la pratique. Mais monsieur, c'est moi qui utilise mes termes. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Non, je suis plutôt bien placé pour vous expliquer les termes que vous employez. Merci beaucoup, cher professeur, comment la bande alibi là. Je n'appartiens pas à la bande alibi. Vous êtes irrespectueux, monsieur. Oui, je n'appartiens pas à la bande alibi. Parce que quand vous me dites que ce que je dis là, vous pouvez me l'expliquer. Je vous l'explique parce que j'ai des compétences pour vous l'expliquer. Non, monsieur. J'ai des compétences pour vous l'expliquer. Je ne conteste pas votre droit à vouloir expliquer. Mais quand j'ai la parole, laissez-moi expliquer ce que je veux. Même si je dis des bêtises, laissez les téléspectateurs juger. Si vous voulez jouer les professeurs, attendez que j'ai fini, vous allez expliquer. Il n'est pas question de jouer les professeurs. Sauf qu'il est question d'apporter des éclaircissements sur les termes que vous employez. S'il vous plaît, merci. J'ai dit ceci. C'est M. Kechatin qui a la parole. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Le problème de notre point de vue, c'est que le Cameroun est une dictature néocoloniale. C'est ça qui cause tout le reste des problèmes. C'est ça qui fait que les pouvoirs soient centralisés à Yaoundé. Parce qu'il faut tout contrôler. Alors, si vous voulez sauter cette étape-là, c'est comme si quelqu'un veut construire une maison, il est en train de se battre sur la couleur de la peinture alors qu'il n'a pas la fondation de la maison. Comment vous pouvez discuter de... Parce que la manière dont on répartit les chambres dans une maison, ça tient compte du nombre de personnes qui vont y habiter. La manière dont on élève les murs, le nombre de murs qu'on élève, le nombre d'étages qu'on élève au-dessus du premier mur, ça tient compte de la fondation. Le SDF nous propose de faire 2 États, c'est-à-dire d'entériner ce que les colons ont fait. C'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas de la fondation d'un pays. Pardon. C'est l'un des... Mais c'est fondamental, cher monsieur. Nous ne sommes pas contre le principe fédéral. Ce à quoi nous sommes opposés, c'est le fédéralisme sur la base des frontières coloniales. C'est ça, c'est inadmissible. Parce que c'est entériner 60 ans de dictature et de dire que ces gens-là ont eu raison de découper le pays comme ça et de gouverner le pays de manière à ce que les gens s'opposent entre eux, alors qu'il n'y a aucune raison que les Camerounais se battent entre eux. Mais les Camerounais peuvent toujours choisir de rester, à travers leurs députés et leurs sénateurs, de rester dans la formule de la décentralisation. Permettez-moi, si les Camerounais sont correctement informés des enjeux, des origines du problème et des enjeux du problème, ils ne choisiront jamais la solution de 2 États fédérés anglo-francs. C'est entre autres. Jamais. Il y a beaucoup de Parce que cela voudrait dire que tous les gens qui se sont battus pour que le Cameroun soit réunifié, qui sont morts pour ça, des centaines de milliers de morts pour cette réunification et cette indépendance, ils sont morts pour rien. Cela voudrait dire que les Africains sont incapables par eux-mêmes de créer des États. Cela voudrait dire que le français et l'anglais sont nos horizons indépassables, alors que ce ne sont même pas des réalités camerounaises. C'est ce que ça veut dire en réalité. Nous disons que la préoccupation fondamentale, ce doit être de gérer le pays de manière démocratique. Et qui dit démocratie dit respect de l'intérêt de la majorité. La majorité des Camerounais ne demande pas qu'il y ait 2 États forcément. Ils disent que nous voulons que le pouvoir soit géré de manière à ce que nos problèmes fondamentaux soient résolus. Nous voulons pouvoir sortir de chez nous, avoir une route. Pour faire une route, on a besoin d'États fédérés. Pour avoir un programme scolaire qui débouche sur un emploi viable et que vous occupez pour fonder une famille, avoir une maison, on a besoin de 2 États fédérés. L'Afrique a déjà 53 États. On a besoin d'en rajouter. Non mais soyons sérieux. Oui.
Le sociologue ne semble pas être d'accord avec le point de vue je par le Manidem. Je ne saurais partager le point de vue du Manidem parce que les réalités sociales et sociologiques sont là. Et ce sont ces réalités sociales et sociologiques qui gouvernent la pensée politique, notamment du PCRM, qui, dans les propositions qui sont faites pour le réaménagement du territoire, nous avons pensé au fédéralisme communautaire. À 4 États? Non. Ou à 4 grands aires géographiques, si vous laissez le parler. Le fédéralisme communautaire entendu par le PCRN ne va pas sur la base de 4 aires géographiques linguistiques qui sont antérieures à notre réalité coloniale. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons un héritage colonial, qu'il faut pouvoir le rendre perfectible, pouvoir en profiter, maximiser les intérêts que nous pouvons en tirer, et puis revenir aux fondamentaux qui sont les constituants sociologiques de notre société camerounaise. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes ethniques au Cameroun. Nous avons un exemple patent, la communauté Sawa. C'est une communauté qui regroupe plusieurs groupes ethniques. Nous avons tantôt parlé du Bakuri, qui est au sud-ouest. Aujourd'hui, on leur accorde un statut spécial. Qu'est-ce que le Douala qui vit à Bonabéry va penser? C'est de ce problème dont il est question. Et nous, au PCRN, nous avons donc passé au fédéralisme communautaire qui va permettre de redessiner les frontières administratives du Cameroun et puis de les faire adhérer aux différentes composantes sociologiques de telle sorte que des populations qui se retrouvent ensemble dans une circonscription administrative se ressentent cette osmose-là où tous parlent de la même chose, où tous peuvent être d'accord sur des sujets régaliens de l'État. Et c'est ainsi que ce fédéralisme-là pourra donc prendre racine et permettre à la communauté nationale d'émerger et de travailler ensemble de telle sorte que tout le pays puisse se développer en de bons termes. Donc quand j'écoute le monsieur du Manidem dire que le fédéralisme n'a pas sa place, c'est monté, c'est descendu, moi je dis c'est un faux débat. C'est un faux débat. Si le fédéralisme aujourd'hui s'impose, moi je dis le fédéralisme s'impose comme l'alternative au système de gouvernance qui est en place, c'est à cause de l'échec, depuis 37 ans de gouvernance du système qui est en place. Nous constatons que l'État unitaire, vraiment honnêtement, il ne produit rien. La décentralisation qui est consignée dans les tests constitutionnels de 1996, 23 ans après, rien n'est mis en œuvre. On se dit aujourd'hui, avec ce même système de gouvernance, ça ne peut pas aller. La crise qu'il y a au Nozo, ça ne peut pas aller. Nous proposons donc que les peuples, sous la base du principe de l'autodétermination des peuples, parce que c'est un principe qui est constitué aux Nations Unies, il est question donc que chaque peuple s'occupe un peu plus de la gouvernance locale. Sauf que vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale, ça sera difficile de pouvoir porter ce type de proposition sur cette place, ou notamment à la chambre basse du Parlement, encore appelée l'hémicycle des Verts d'Ongouaï. Quel est tout de même, de l'autre point de vue, le Mandem ne comprend pas forcément. Le Mandem pense qu'on va se retrouver avec un peu plus de... Ça fait combien de peuples? La question logique que vous auriez dû leur poser, ça fait combien le fédéralisme communautaire? Ça fait combien de communautés? C'est le B à bas. Il y a combien de communautés au Cameroun? C'est vous qui devez nous le dire. Notre programme est clair. Nous disons aux Camerounais, nous pouvons faire 4 régions qui correspondent aux 4 aires géoculturelles du Cameroun. Et ces 4 régions-là auraient des responsabilités, par exemple pour des routes régionales, pour des écoles régionales. Mais à l'échelle, par exemple, de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, ça relève de l'État. Mais l'école primaire, etc., ça relève de la région ou même de la commune. Et ces 4 régions-là auraient chacune une langue nationale. On peut prendre le Foufoulde pour la zone du Grand Sahel, on peut prendre le Hondo pour la zone de la forêt, une langue de Grassfield pour la zone de Grassfield et le Douala pour la zone littorale, la zone côtière. C'est clair, c'est net. Et c'est ce qui a déjà été fait pour coloniser le Cameroun, parce que c'était des langues qui permettaient aux Camerounais de discuter entre elles. Maintenant, vous nous dites, on va faire le fédéralisme communautaire. Vous ne nous dites pas combien de communautés il s'agit. Et vous nous dites, non. Combien de communautés? Nous partons sur la base du droit administratif qui existe. Nous avons aujourd'hui 10 régions au Cameroun. Ça fait 10 communautés. Nous avons 10 régions au Cameroun. Ça ne fait pas 10 communautés. Ça fait pas 10 communautés. Ça ne fait pas, justement, c'est pour cela que je dis, on part donc sur cette base et à partir des réalités sociologiques, nous allons donc redessiner. Lesquelles?
Je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Alors, je vous ai dit, je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus. le Sawa qui est dans le sud-ouest et le Sawa qui est ici aujourd'hui dans le Vouri, ce sont des Sawa. Ou dans le littoral de façon globale. Alors, je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus. Je voudrais également qu'on voit l'autre point qui pourrait être sur la table des députés lors de cette session extraordinaire. La révision du code électoral, on est en pleine session au processus électoral enclenché avec la convocation du code électoral. Réviser le code électoral, en ce moment, ce serait une bonne chose pour décrisper l'atmosphère du processus électoral. C'est une bonne chose. Nous connaissons les pratiques avec l'ancienne loi électorale. Si on a décrié les lacunes, si on peut essayer de déblayer, essayer de rectifier, surtout au niveau de la publication des résultats et tout ce qui se passe, nous voyons si réellement, à un certain moment, au lieu de passer des journées à attendre si ça pouvait être aussi bref comme ça se fait dans d'autres pays, peut-être on pouvait échapper à certaines fraudes qu'au fur et à mesure, quand le système en place passe des jours et des semaines, peut-être on pouvait aller plus de manière transparente et avoir des résultats le plus rapidement possible. C'est faisable. Les résultats au niveau des communes se donnent à la fin de la soirée. On a à peu près une idée précise, une idée approximative de ce que la commune aurait basculé ou pas à un ou à l'autre parti. Oui, mais on a souvent, mais après, quand ça va encore à la centrale, vous voyez les résultats qui arrivent. Il y a des calculs aussi bizarres. On va vous dire, voilà, c'est cette règle qu'on a appliquée. Et maintenant, là où on s'attendait peut-être à 25 conseillers municipaux, on se retrouve peut-être à 8. Vous voyez un peu, s'il y a une méthode qui peut aller vite pour que vraiment, parce que la rapidité fait que certaines choses qu'on monte. Bon, cette fois, vous avez vu... Parce qu'une commune remporte à 100%, ça ne dérange pas, mais c'est quand il commence à avoir les calculs de proportions... Mais quand il y a les proportions, voilà là où il y a des problèmes. Pendant que vous calculez ici, vous vous dites que nous avons 25. Après, on entre dans l'antichambre, on sort, vous dites que vous avez 8. Vous voyez un peu ce que ça donne. Parce qu'il y a toutes ces lenteurs-là. Si on peut réviser le code électoral, de manière que ce soit un peu plus accéléré pour que les Camerounais puissent avoir les résultats le plus tôt possible, c'est tant mieux. Réviser la Constitution alors qu'on parle du code électoral, alors que les uns et les autres, notamment les partis politiques de l'opposition, eux avaient souhaité un consensus préalable. Ce ne serait pas un peu mettre la charrue avant les bœufs? Le code électoral à l'heure actuelle ne saurait plus être révisé. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que les élections sont convoquées. Il faudrait que ces élections passent ce code électoral-là avant d'éventuellement penser à une nouvelle révision. S'il avait été inscrit dans la mentalité des dirigeants camerounais qu'il faille réviser le code électoral, on aurait suspendu les élections qui ont été arrêtées pour le 9 février prochain. Mais dans la mesure où ces élections ne sont pas suspendues, je crois sincèrement que le débat sur la révision du code électoral ne sera pas inscrit à l'ordre du jour. De cette session-là? C'est possible, mon frère. Jean-Baptiste, Nous... y a-t-il un enjeu à réviser ce code électoral, même si le consensus n'a toujours pas été établi autour de cet outil majeur du processus électoral? Nous avons toujours dit que de notre point de vue, tout est question de volonté et de décision des Camerounais. Si la session qui va s'ouvrir vendredi décide de tout chambouler, la Constitution, le code électoral, la situation du nord-ouest et du sud-ouest, vote même un état d'urgence spécial pour dire qu'il n'y a plus d'élections et qu'on fait une assemblée constituante pour refonder le Cameroun, nous, ça nous arrange. Nous ne sommes pas bornés, limités à lire les textes de loi comme si c'était des dogmes ou des totems que nos ancêtres nous ont laissés et auxquels il ne faudrait pas toucher. Le plus important, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Le code électoral, c'est important de le réviser. S'ils ouvrent la révision et ils disent qu'il n'y a pas d'élection pour cette raison-là et que le code qui va en sortir soit meilleur que celui qu'on a là, pourquoi est-ce qu'on refuserait? S'il n'y a pas d'élection... Pardon, monsieur. Il faut être cartésien. Vous avez l'impression que nous sommes... oui. Nous réfléchissons comme les... En fait, parce que vous inscrivez dans la logique de l'idéalisme. Pour autant, il faut être cartésien et réaliste. La réalité impose aujourd'hui au Cameroun, quand on regarde le comportement du parti au pouvoir, je vous le dis,
il n'y aura aucune révision du code électoral qui sera inscrite. On n'a pas dit qu'il y en aura une. On a dit ceci, nous avons dit ceci. Je ne comprends pas pourquoi vous n'écoutez même pas avant de critiquer. Nous avons dit ceci. Qu'il y ait une révision du code ou pas, qu'il y ait une révision de la Constitution ou pas, qu'il y ait un débat sur le statut spécial ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce dont on va discuter permette au Cameroun d'avancer. Dès lors, si tous ces éléments-là sont réunis pour cette session, si cette session-là dit même qu'il est important d'annuler tout et de recommencer, nous ne sommes pas partants. Nous ne sommes pas là à faire des débats de pseudo-juristes sur les plateaux. Nous sommes là pour dire aux Camerounais que l'état dans lequel vous vivez, c'est un état anormal. C'est d'abord ça qu'il faut changer avant de penser aux affaires de code électoral et tout et tout. Si le code électoral est révisé à l'occasion de cette session pour que les prochaines élections représentent davantage la volonté et surtout l'intérêt national, pourquoi est-ce que nous nous opposerons à cela? Alors, on va prendre... Nous ne tirons pas des cartes pour savoir ce qu'il va se passer. Nous disons, s'il présente un code, ça ne nous pose aucun problème. L'essentiel, c'est de savoir est-ce que ça nous fait avancer ou pas. Merci à vous, messieurs. On va prendre quelques SMS de téléspectateurs qui sont là malgré l'heure assez avancée de la nuit. Bonsoir à l'émission Tout au clair. J'ai déjà martelé à maintes reprises qu'il nous faut un nouveau logiciel au Cameroun. Celui qui nous gouverne est vieux et, du point de vue de ces téléspectateurs, l'échec est remarqué à tous les niveaux de la société. Et il va plus loin en disant que le pays a régressé de 50 ans au moins. Cet téléspectateur s'appelle Emmanuel. Il est à Bon-Antonin, ici à Douala, au Cameroun. Bonsoir. Le membre du SDF joue avec le peuple car c'est ce parti qui devrait exiger la mise en application du grand ou des résolutions du grand dialogue national avant toute élection, quel que soit ce qui sera fait à l'Assemblée nationale lors de cette session extraordinaire. Cela va toucher la forme de l'État et par conséquent aboutira à l'annulation du processus électoral qui est en cours, qui lui-même présente beaucoup d'anomalies. C'est le point de vue d'un autre téléspectateur dans le cadre de cette édition de Tout au clair de ce soir. Autre message qui nous est parvenu. Bonsoir au panel. Le représentant du Mandem fait une analyse froide et du régime. Il a un langage franc, sincère. Laissez-le s'il vous plaît nous édifier. C'est l'ordre de BPCité qui demande à monsieur du PCRN d'éviter de couper à tous les coups monsieur Ketchatin. Et elle va en nous disant le monsieur du PCRN et celui du SDF ne savent pas de quel fédéralisme ils parlent véritablement et ils veulent une fois de plus nous rouler dans la farine. Sans la révision de l'État néocolonial, tout fédéralisme au Cameroun est celui des mangeurs. Lors de BPCité qui nous envoie son message ce soir dans le cadre de ce programme. D'autres messages également sont parvenus ce soir. On va essayer de lire quelques-uns. Bonsoir à vous sur le panel. Vraiment, dites au monsieur du PCRN de respecter les autres. Il aime jouer les savants, pourtant au fond, ils apprennent encore à faire de la politique et donc à poser les petits pas dans cet univers où les autres ont déjà tout prouvé sans grand succès. Guy Archange de Saint-Michel qui nous a envoyé son SMS ce soir. Et puis Alain Georges qui nous a écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Débattez sur l'Assemblée nationale et sur cette session extraordinaire du 13. Pourquoi cette urgence? On a évoqué cette question dans le cadre de cette émission. Et essayez d'être un tout petit peu plus attentif. Quelqu'un serait-il visionnaire? Le reste est périphérique. C'est Alain Georges de Douala qui nous a envoyé son SMS ce soir. Un autre téléspectateur également nous a écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Il était urgent de convoquer cette session extraordinaire au regard de ce que les résolutions du Grand Dialogue National n'ont pas été évoquées lors de la session de plein droit du mois de novembre. Bonsoir à vous. Merci au chef de l'État qui finalement comprend les problèmes et les problématiques des Camerounais. C'est de notre Camerounais qui nous a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir à vous. Véritablement, il est urgent pour les députés de poser les vrais problèmes sur la table, de ne pas avoir la langue de bois et de surtout ne pas simplement se contenter d'attendre les dividendes qui vont sortir
à la fin de cette session extraordinaire, mais de véritablement discuter les questions qui minent le quotidien des Camerounais. Il est important pour la survie du Cameroun. C'est un autre Camerounais qui nous a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci à M. Ketchaten du Manigem pour ses analyses. Même si nous pensons également qu'il faut que ces analyses soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Seulement, vous n'avez pas d'élu de ce côté. C'est ce que ce Camerounais nous dit. C'est Lambert de Douala qui envoie son... Nous, on donne ça au SDF. Allez à l'Assemblée et poser ça à l'Assemblée. Que le débat soit... Nous, on ne se bat pas pour être élus nous-mêmes. On se bat pour que des programmes soient réalisés. On ne pourra pas continuer à lire les autres SMS. La réalisation, vous savez qu'il nous reste à peu près 5 minutes pour mettre un terme à ce programme. Donc, ce qui voudrait dire que chacun de vous, 1 minute chacun, c'est largement suffisant pour pouvoir avoir une dernière réaction dans le cadre de ce programme ce soir. Et nous voulons surtout remercier la technique qui s'est déployée bec et ongle pour nous accompagner ce soir dans le cadre de ce programme. Également la direction générale qui n'a ménagé aucun effort pour que ce programme puisse arriver à son terme. Alors, Germinal Soso, aujourd'hui on a cette session parlementaire extraordinaire qui est là, avec ses enjeux certes, mais est-ce qu'on doit pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui pourrait sortir de cette session? Oui, naturellement, on a des choses à attendre de cette session. Cette session n'a pas été convoquée pour rien. Moi, je vous le dis, c'est pas que je lis dans une boule de cristal, mais quand j'analyse la réflexion du gouvernement, depuis qu'un certain nombre de mesures ont commencé à être implémentées, je me dis, la question du sud-ouest et du nord-ouest préoccupe hautement le pouvoir en place. Et pour moi, ce sera cela le principal élément sur lequel les parlementaires vont débattre. Donc pour moi, ce sera vraiment ça la question principale qui va occuper tous les parlementaires durant cette session extraordinaire. Une session extraordinaire de 15 jours pour certainement donner un souffle nouveau au Cameroun pour le Bayern. Tout à fait, tout à fait. En comptant sur les députés du SDF. Tout à fait, les braves députés du SDF, les combattants. Qui ne vont pas souffler au Vuvuzela. Non, ne crois pas. Ils ne soufflent pas au Vuvuzela. Pour rien, si ça a été vous savez, il y a eu certaines occasions, c'est toujours le vote du budget. Et même malgré cela, on a voté le budget en plein Vuvuzela. Vous voyez que vous avez soufflé cette pour rien. J'espère que vous avez non, c'est 15 jours, c'est pas 30 jours, c'est pas là. Fait effet. Je crois que tout à l'heure, là, un auditeur a parlé du SDF qui peut se jouer du peuple. Non. Le SDF a toujours eu. Et nous sommes fiers quand ça arrive à ce niveau, au point qu'il y a cette session extraordinaire. C'est sans doute, comme on le disait, le SDF a posé aussi le problème du bulletin unique. Si le code électoral peut être rectifié, on met le bulletin unique pour éviter la fraude. Nous savons ce qui se passe avec le parti d'en face. Ça va toujours aider les Camerounais à évoluer. Je sais la préoccupation de M. Ketchaté, il est dans l'idéal pour que nous essayions de sortir de la décolonisation. C'est une façon de décoloniser le Camerounais purement. Et on va faire naître peut-être comme un autre pacte, le pacte de Berlin, où ils avaient charcuté l'Afrique pour faire n'importe comment. Nous pouvons découvrir nos propres réalités. Je crois que c'est idéal. Le SDF va porter cela. Merci. Jean-Baptiste. Nous sommes heureux d'avoir participé à la discussion. Comme on l'a déjà dit maintes fois, les propositions que nous faisons, elles ne sont pas vraiment de nous. Nous les avons reçues de ceux qui se sont battus pour que le Cameroun soit libre et réunifié. Nous ne faisons que les enrichir et les mettre au goût du jour. Donc, que ce soit le PCRN qui aille les implémenter un jour au pouvoir, ça ne nous dérange pas. Que ce soit le SDF, ça ne nous dérange pas. Mais nous tenons à ce que les Camerounais écoutent au moins ce que nous disons pour pouvoir juger et dire cette solution-ci est la bonne. Dans le cas d'espèce, il faut que cette session de l'Assemblée permette à nouveau de discuter sur les questions fondamentales qui se posent dans notre pays. Est-ce que nous devons construire un pays sur la base de l'héritage colonial ou bien sur la base de nos propres intérêts? Est-ce que nous devons construire un pays où, dans 25 ans, tous les jeunes ne sauront parler ni le Hondo, ni le Romala, ni le Douala, ni le Foufoulé, peut-être le Foufoulé encore a quelques chances. Mais à la lueur où vont les choses, où les Camerounais se battent pour savoir si on doit parler le français et l'anglais, que vont devenir nos propres cultures? Que vont devenir nos mœurs? Parce que nos langues portent aussi
nos habitudes, notre vision du monde, nos lois non écrites. Donc, nous tenons à ce que les Camerounais comprennent que nous sommes des Africains et nous devons trouver des solutions réalistes à notre environnement, dans notre propre intérêt. Les solutions que les autres ont proposées, ça fait 60 ans, nous ont emmenés là où on sait. Merci à vous, Jean-Baptiste Ketchatin. Merci à Maître Paul Paéré et également à Soso Germinal. Mesdames et messieurs, à vous à la maison, merci de nous avoir suivis dans le cadre de Tout au clair de ce mercredi. Nous sommes restés focalisés autour de cette session extraordinaire du Parlement convoquée pour le vendredi 13 décembre 2019. 15 jours accordés à ces parlementaires pour certainement discuter autour des questions fondamentales, entre autres le grand dialogue national et l'ensemble de ces résolutions. Nous attendons de voir le début petit de ces travaux et de savoir ce qui aura été concrètement pensé à l'hémicycle d'évêques d'Ongwa-Ekele, mais également au palais des congrès de Yaoundé, mais une session qui est convoquée alors que les partis politiques sont fortement mobilisés autour du double scrutin municipal législatif du 9 février 2020 prochain. Voilà ce qui aura constitué cette édition de Tout au clair de ce mercredi sur la télévision du Monde. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous avez envoyé des SMS. Prenons rendez-vous s'il plaît à Dieu lundi prochain 21h. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.